Là où je peux avoir un intérêt, c'est que je m'occupe depuis bientôt 4 ans d'un collectif qui est devenu association, qui s'appelle le Laboratoire d'expérimentation et de bidouille. Le nom peut paraître étrange, mais ça avait pour premier intérêt, c'est que nos initiales c'était Lab, L-A-B, c'était bien, pour un Fab Lab dont on ne savait pas trouver le nom, c'était plutôt cool. Et la deuxième chose, c'est qu'on montrait dès notre nom qu'on avait une vocation d'ouverture à tout le monde en ne se prenant pas au sérieux. Parce qu'effectivement, quand on vient de l'université, on peut faire peur à certaines personnes. Et comme ça a été dit en introduction sur qu'est-ce qu'un tiers-lieu, un tiers-lieu c'est quelque chose d'ouvert à tous. Et donc, dès notre nommage, on a voulu montrer cette ouverture. Donc je vais essayer de ne pas avoir une posture d'universitaire, je vais essayer d'être justement dans cette ouverture et dans cet échange. Et on va essayer de parler au-delà du lab, au-delà de ce Fab Lab qui est situé à l'UT, de ce qu'on peut faire et comment on peut le faire et comment on peut rassembler justement des énergies éparses pour réussir à créer de l'impact. Et donc c'est ce dont j'ai essayé de vous parler. Et comme moi je suis plutôt dans le faire ensemble, voilà, j'ai demandé à Anne Berlincourt, qui va se présenter dans quelques minutes, de m'accompagner pour faire une présentation à deux mots. Je porte une structure qui est un bureau de conseil et qui travaille depuis un certain nombre d'années sur l'accompagnement des politiques publiques, notamment environnementales. Au cours des années, les choses ont changé beaucoup et c'est vrai que la place de l'innovation dans les politiques publiques pose un certain nombre de problèmes et d'enjeux qui sont résumés ici et que j'ai porté dans les discussions avec Sébastien. La première, c'est le territoire a pour mission première d'être un service public, donc il doit produire des choses, et la place de l'innovation quand on doit répondre à une demande de service public est pas évidente, d'autant plus que depuis de nombreuses années, les structures de l'administration, quelles qu'elles soient, le millefeuille territorial, les planifications, ils sont assez structurés et là aussi sont assez peu compatibles avec des approches d'innovation et créent une espèce de faille avec l'innovation disruptive, notamment digitale, qui vient du privé. Deux choses. Troisième chose, évidemment, ce sont les contraintes budgétaires. Je pense que si il y a des collectivités publiques ici, on est confronté à ça, notamment en matière environnementale. Nous, on travaille beaucoup avec tout ce qui est de réal et État. Tout ce qui est budget est très limité. Donc, toutes les actions qu'on peut imaginer dans les plans environnementaux, et comment est-ce qu'on les porte, se pose très rapidement la question de comment est-ce qu'on fait pour développer des actions qui vont améliorer l'environnement, sachant qu'on n'a pas les budgets et que en plus les budgets sont votés d'année en année, donc une planification sur 5 ans est relativement difficile à faire. Ce qu'on a vu au cours des années, c'est que au final, toutes ces contraintes rendent relativement difficile l'innovation, alors que les gens qui travaillent dans les collectivités territoriales et qui sont impliqués dans le travail avec nous ont très envie d'innover, et que quand finalement on leur offre un espace de réflexion, ils sont très porteurs. Donc la question initiale est comment est-ce que je peux utiliser ces volontés et ce besoin des gens qui créent les politiques publiques pour qu'ils soient eux-mêmes porteurs à l'intérieur des structures, et comment est-ce qu'on fait évoluer les structures pour qu'elles soient plus perméables à l'innovation. Donc on est arrivé, nous au départ, on était basé dans le Nord, on a travaillé sur PACA, on s'est installé sur PACA, avec une approche, vous verrez plus tard, qui est basée aussi sur des méthodes de travail plus collaborative et la mise à disposition de lieux ouverts, hein, ce qui fait que la relation que la fabulerie, par exemple, a décrit avec le citoyen, nous, on l'avait créée avec nos clients. C'est-à-dire qu'on est à Emo, mais finalement, les clients arrivaient pour le café et on travaillait comme ça. Donc, on est arrivé ici, on a créé ce lieu et au cours d'un événement, on a rencontré le Fab Lab et moi, j'ai porté tous ces problèmes et toutes ces interrogations. Et j'ai trouvé quelques réponses chez Sébastien.
Fab Lab, pour faire simple, c'est un atelier ouvert et collaboratif dans lequel on va trouver des outils pour réaliser ces projets. Au-delà de l'espace et au-delà des outils dont est équipé l'espace, il y a des gens, et ces gens vont travailler d'une certaine manière, ils vont collaborer, ils vont échanger, ils vont partager, et ils vont être dans une logique justement de travail pair à pair. Pourquoi est-ce que c'est possible cette collaboration, puisqu'on ne la trouve pas facilement en dehors de ces lieux-là? Parce qu'il y a un cadre, que ce cadre instaure la confiance, que généralement les projets sont des projets ouverts, que l'ouverture est garantie par des règles et des licences comme les licences open source, Creative Commons et autres qui permettent d'encadrer la chose et donc d'être sûr que quand on travaille avec quelqu'un, ce qu'on produit ensemble, ça sera du bien commun et ça restera dans le bien commun. Donc ça, c'est un premier cadre qui permet justement d'être dans un cadre de confiance. Au-delà de ça, les gens qui font le déplacement, les gens qui viennent, ils sont dans une démarche d'ouverture et de partage, et donc il y a généralement une certaine convivialité qui facilite tout ça et qui permet de fluidifier un petit peu cette collaboration. Bien évidemment, il y a une approche par le faire, donc d'être dans le concret, d'être dans la réalisation et d'essayer de voir comment, par prototypage, par itération successive, par essai-erreur, on arrive à faire pousser des projets sans être nécessairement un expert au début, mais de petit à petit acquérir l'expertise nécessaire à la réalisation des projets. Et là encore, cette notion d'expertise, elle s'acquiert par de l'apprentissage mutuel et c'est quelque chose qui est possible parce que justement on est dans des lieux décloisonnés où on trouve des compétences qui sont complémentaires et qui sont variées. Moi c'est quelque chose au sein du lab qui est assez intéressant, c'est que les profils, on a des profils de très hautes compétences qui vont pouvoir collaborer avec des personnes qui sont beaucoup plus amateurs et de voir cet échange qui est possible entre personnes qui habituellement ne sont pas capables de se comprendre, ne sont pas capables de parler forcément le même langage, ça c'est assez positif. Donc, dans ce qu'on produit au final, il y a des gens qui font des idées. Ces idées, elles sont partagées de manière ouverte. Et ça a un premier intérêt. Comme vous le verrez dans les présentations qui vont suivre, cet intérêt, ça peut être de l'intérêt citoyen, comme de l'intérêt économique, comme de l'intérêt environnemental ou autre. Mais quoi qu'il arrive, au-delà de ce groupe, au-delà de cet espace, au-delà de tout ça, la question qui revient tout le temps, c'est quel est notre impact sur la société? Qu'est-ce qui fait qu'on sort de cet espace? Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à créer quelque chose qui va impacter la ville qui est autour de nous? Et donc c'est de ces questionnements-là qui est arrivé naturellement justement les croisements qu'on va vous présenter avec W4. Voilà, et donc de ces différents questionnements entre nos deux structures, on s'est dit qu'il serait intéressant de voir comment on pourrait travailler ensemble et comment justement cette communauté de makers pourrait travailler en partenariat à la fois avec des collectivités territoriales ou des partenaires privés issus de la société civile. Et donc on a identifié un certain nombre de choses importantes donc, que l'on faisait déjà, mais que là on essaye de structurer en tout cohérent avec une approche méthodologique construite et complète. Donc, dans ce que, par exemple, la communauté du lab s'est portée, il y a toutes les notions d'engagement citoyen, de co-construction, de lien entre des communautés qui sont publiques et privées. Il y a toute la démarche justement aussi de prototypage, parce que justement c'est notre mode de travail natif, et justement comment on peut apporter ça au-delà de ce qu'on était capable de faire jusqu'à présent. Et nous, ce qu'on apporte aussi, indépendamment de ça, c'est effectivement la vision du conseil. Donc, à travers l'échange, identifier les enjeux clés, faire émerger des problèmes et les expliciter, ce qui fait qu'on est très en amont, mais derrière, on a effectivement ce besoin de prototyper des solutions rapides pour donner à voir ce qu'on peut faire.
Sur des actions environnementales, ça peut être par exemple équiper des bus de capteurs, de choses comme ça. Il faut qu'on puisse le faire assez rapidement et en mock-up, en prototype pour voir ce que ça peut donner. Ça peut être aussi des études économiques. Par exemple, dans nos équipes, on a aussi des économistes. Tester très rapidement des scénarios de développement territorial en termes économiques et de compétitivité. Tout ça, le fonctionnement Fab Lab professionnel, en s'appuyant à la fois sur des communautés d'experts, des experts et des gens qui viennent, des citoyens plus ou moins talentueux, quelquefois très talentueux, permet de tester des solutions en temps réduit. Je prends un exemple, si on fait un plan de protection de l'atmosphère ou un SCOT, etc., ce mode de fonctionnement permet de réduire quasiment x20 le temps de planification et de tester les solutions en temps réel, ce qui est généralement pas le cas. En général, on va réfléchir, on fait un diagnostic, on fait des grandes réunions, on met des scénarios et on les teste après. Ce qui est en général, au bout d'un an, on reprend tout parce que les choses n'ont pas été testées. Donc le fait de pouvoir avoir mobilisé très rapidement dans une salle un certain nombre de gens et de les faire travailler sur ces solutions a un avantage économique pour les gens pour lesquels on travaille. Et c'est un fonctionnement très particulier qui relève de ce que vous avez déjà vu, donc des gens qui se mettent ensemble, qui travaillent de manière intensive, très créative, c'est différent. Mais on ne gère que l'amont, c'est-à-dire que toute la partie, on le reverra, toute la partie mise en place, industrialisation, reste gérée par soit les collectivités, soit les groupes pour lesquels on travaille. Le but étant effectivement de faire monter, d'accélérer ce processus d'innovation et d'accompagner par la suite des porteurs, donc des gens qui sont dans les structures et qui vont continuer à porter ces projets. Voilà. Alors évidemment, ce type d'approche a un impact plus large. Donc ce qu'on peut faire sur de la planification ou sur des solutions pour lesquelles on appelle généralement des consultants, ça a un impact global sur la manière dont fonctionnent les territoires, la gouvernance territoriale et le rapport entre les différents acteurs, qu'ils soient publics et privés. Et ça, on essaye de le gérer aussi à travers de la production de savoir et à travers de l'accompagnement, de l'acculturation. Voilà. Comme on disait, un tiers-lieu, ça rejoint un lieu, donc il y aura des questions d'espace qui seront à mettre en place. Donc pour l'instant, la CPA est en train de préparer un espace qui est encore comme nom de code le Carrefour de l'innovation. Et au sein de cet espace, le lab continuera à conduire ses actions autour du citoyen et aussi potentiellement ses activités de laboratoire. Les partenariats, ils sont déjà préétablis, que ce soit au niveau de W4, qui est bien implanté dans tout ce qui est justement le domaine de l'environnement, de la qualité de l'air et autres. Au niveau des ressources, oui, pour faire tout ça, il va falloir être capable d'avoir un modèle économique. Donc ça, c'est des éléments dont on ne va pas discuter parce que ça demanderait trop de temps, mais sur lesquels justement on a déjà quelques éléments qui permettent d'envisager la chose de manière durable. On a des méthodes et des outils, et bien évidemment, au-delà de ces méthodes et de ces outils, il faudra aussi développer des outils d'évaluation, car c'est bien gentil de dire qu'on arrive à augmenter la sortie d'un projet d'un facteur X. Il faut être capable de le mesurer, il faut être capable de l'expliciter, il faut être capable de le montrer, et de rester donc dans du concret. Parce qu'au-delà des mots, à la fin, il reste quand même des choses concrètes, et en tant que scientifique, le chiffre nous parle souvent. En plus de ça, effectivement, on a quand même déjà des équipes constituées, des équipes avec des profils assez diversifiés et assez pointus. Et donc en s'appuyant sur ces équipes, on est en capacité dès aujourd'hui de pouvoir commencer à travailler sur ce qu'on vient de vous présenter. Voilà un petit peu. Après, effectivement, se posera la question de la gouvernance et de la construction de cette gouvernance. Donc ça, c'est encore des questions qui sont en cours d'élaboration et sur lesquelles on reviendra.
La structure, on ne va pas rentrer trop dans le détail, mais ce qu'on imagine, c'est que ce soit plutôt une coopérative qui fournira justement des services qui vont de l'animation de iTeams, du prototypage urbain, des plateformes d'innovation externalisées pour des entreprises et qui sera en capacité de produire à la fois des savoirs et d'agir pour favoriser justement la culture des citoyens sur ces différents sujets que l'on porte. Voilà, donc pour ce qui existe déjà, il y a 2 lieux. Le Fab Lab qui est actuellement situé à l'IUT, donc la photo qui est en bas, on a un étudiant de l'UT Info qui est en train de faire tester des Oculus, un gamin qui est en train de jouer avec un projet qui a été présenté par quelqu'un d'autre. Sinon, on a aussi W4, donc qui est un espace de créativité qui est situé à l'Arbois, sur lequel on retrouve justement les mêmes personnes parce que finalement il y a une perméabilité entre les différents groupes et il y a un certain nombre de makers du lab qui sont allés à W4, donc certains ont quasiment élu domicile. On les retrouve quasiment tous les jours, c'est assez rigolo. Je pense que le canapé était plus confortable dans cet espace que dans l'autre. Voilà pourquoi ils ont préféré aller là-bas. Et après, il y a eu un certain nombre de projets qui ont été développés en collaboration, dont un terrarium à grenouilles connectées qui a des ramifications scientifiques, citoyennes et autres, dont je ne pourrais pas parler tout de suite, mais qui est assez rigolo et assez intéressant. Et dont je pourrais donner quelques éléments par la suite. Effectivement, ce qui est aussi intéressant, c'est que W4 avait déjà travaillé avec des artistes à travers des résidences et que c'est quelque chose qu'on est aussi en train de mettre en place pour les futurs espaces dans lesquels on pourra travailler en commun. Car la vision qu'est capable de porter l'artiste apporte beaucoup à nos projets et permet d'avoir un regard extérieur qui aborde les choses d'une manière assez complémentaire.